Le tintement d'une fourchette en argent contre un verre en cristal fut le son qui fit voler mon monde en éclats. Ce n'était pas fort, juste un cliquetis aigu et insistant qui transperçait le murmure feutré d'une centaine d'invités. Robert Thomson, le nouveau beau-père de mon beau-fils, se tenait debout, rayonnant, à la table d'honneur, son costume valant plus cher que mon pick-up. C'était un homme habitué à monopoliser l'attention, sa voix un baryton suave et assuré qui emplissait l'immense salle de réception illuminée de guirlandes lumineuses. J'étais assis à la table numéro 7, un emplacement respectable mais ostensiblement éloigné, à côté de mon propre fils, Michael, et de mon ex-femme, Susan. La nappe en lin était raide, le centre de table floral d'une douceur écœurante. Si je pouvais avoir l'attention de tous, commença Robert, son sourire aussi blanc et parfait que la robe de la mariée. Je ne serais pas long. Je voulais juste dire à quel point nous sommes heureux d'accueillir un nouveau fils dans notre famille aujourd'hui. J'ai senti une petite bouffée d'orgueil un peu stupide. C'est moi qui avais élevé Daniel depuis l'âge de 6 ans. Son propre père avait disparu avec le vent, ne laissant derrière lui qu'une boîte de factures impayée et un petit garçon effrayé qui se cachait derrière les jambes de sa mère. C'est moi qui lui ai appris à faire du vélo, qui lui ai tenu la main le premier jour d'école, qui ai assisté à des années de réunions parents-professeurs et à des pièces de théâtre scolaires horriblement mauvaises. C'est moi qui ai payé l'appareil dentaire qui a redressé ses dents et les frais de scolarité du Community College, qui lui a donné un point de départ. J'étais son père à tous les égards, sauf par le sang. Robert leva sa flûte de champagne. « Chloé, ma fille, tu n'as jamais été aussi belle. Et Daniel, mon fils, je n'ai jamais été aussi fier de t'appeler famille. De te voir là, prêt à construire une vie, un héritage, c'est une chose merveilleuse. » Il marqua une pause pour les faits, son regard balayant la salle avant de s'arrêter sur les heureux mariés. « Alors, levons tous nos verres à l'avenir, à l'amour et aux heureux mariés, Monsieur et Madame Daniel Thomson. » Le nom m'a frappé, comme un coup physique. Pas un coup de poing, mais une rupture interne profonde, une déchirure de quelque chose dont je ne savais même pas que cela pouvait se déchirer. Thomson, le nom de famille de Robert. Pas Davis, mon nom. Le nom que Daniel avait porté pendant 22 ans sous mon toit. L'air dans mes poumons s'est transformé en glace. Les applaudissements joyeux et les cris des autres tables me parvenaient comme si j'étais sous l'eau. J'ai regardé mon assiette, la tranche de faux filet à moitié mangée qui refroidissait dans son propre jus figé. C'est soudainement apparu obscène. Mon propre fils, Michael, s'est agité inconfortablement à côté de moi. Il évitait mon regard. Il a juste pris une longue et lente gorgée d'eau. De l'autre côté de la table, Susan, mon ex-femme et la mère de Daniel, esquissa un petit sourire crispé, ses yeux se tournant vers moi pendant une fraction de seconde, avec un regard à la fois compatissant et avertisseur. « Ne fais pas de scène, Rick. » Elle n'avait pas besoin de le dire. Je connaissais ce regard depuis la plus grande partie de nos 15 années de mariage et les 10 années de courtoisie forcée qui avaient suivi. J'ai senti le sang quitter mon visage. Mes mains, posées sur mes genoux, étaient engourdies. C'étaient les mêmes mains qui avaient construit la terrasse à l'arrière de la maison où Daniel avait grandi, les mêmes mains qui avaient réparé sa première voiture, les mêmes mains qui avaient signé un chèque de $5 000 il y a seulement 6 mois pour aider à payer ce mariage même. Un mariage où mon nom, notre nom de famille, n'était apparemment pas le bienvenu. Il n'avait pas seulement pris un nouveau nom, il avait effacé le mien. Il avait déclaré publiquement, devant tous ceux qu'il connaissait et aimait, que je n'étais plus son point d'ancrage, son histoire. J'étais juste
un type à la table numéro 7. L'humiliation était une chose physique, un serpent chaud et tortueux dans mon ventre. Ce n'était pas seulement le nom, c'était le secret, le manque total de respect, un simple coup de téléphone, une conversation. Papa, Chloé et moi avons parlé, et pour des raisons professionnelles avec l'entreprise de son père, je pense prendre son nom. J'aurais détesté ça, j'aurais argumenté, mais j'aurais eu la dignité d'être au courant. Je n'aurais pas été pris en embuscade et vidé de ma substance dans une salle pleine d'étrangers. Je pouvais sentir une centaine de paires d'yeux sur notre table, sur moi. Ils savaient qui j'étais. J'étais le beau-père. L'homme qui était publiquement remplacé par un modèle plus riche et plus impressionnant. J'ai vu les chuchotements derrière les mains manucurées, les regards rapides et curieux. Ma digne discrétion, la seule chose que je possédais vraiment, m'était dépouillée couche par couche. J'ai regardé Daniel. Il se tenait debout près de sa mariée, son bras autour de sa taille, riant de quelque chose que Robert avait dit. Il a regardé par-dessus, ses yeux trouvant enfin les miens, à travers l'étendue de lin blanc et de rose rose. Il a fait un petit haussement d'épaule presque imperceptible, un geste d'excuse impuissante qui était plus insultant que n'importe quelle malédiction. C'était un étranger dans un smoking bien coupé. Je ne pouvais plus respirer cet air doux et écœurant. Je ne pouvais plus écouter le joyeux bavardage qui ressemblait à une moquerie. Lentement, délibérément, j'ai posé ma serviette en lin sur la table à côté de mon assiette. Je ne l'ai pas jetée. Je n'ai fait aucun bruit. J'ai repoussé ma chaise, les pieds crissant doucement sur le sol ciré. Je vais faire un tour, ai-je murmuré à Mickaël, la voix rauque. Il a fini par me regarder, son visage un masque de conflit et de culpabilité. Papa, attends. Mais j'étais déjà en mouvement. J'ai traversé le dédale de table, le dos droit, le regard fixé sur les portes ouvragées au fond de la salle. Je sentais le silence se répandre dans mon sillage, une onde de conscience. Je ne me suis pas retourné. Je suis passé devant la table à cadeaux, croulant sous les boîtes emballées de couleurs vives, devant l'imposant gâteau de mariage à 7 étages, un monument à un avenir dont je ne faisais plus partie. J'ai poussé les lourdes portes de chêne et suis sorti dans l'air frais de la nuit. Les jardins soignés du country club étaient paisibles, le seul bruit étant le doux clapotis d'une fontaine. La douleur dans ma poitrine était si profonde qu'elle ressemblait à une crise cardiaque. Mon fils a changé son nom de famille pour celui de son beau-père sans me le dire. Alors je suis parti. Pas seulement du mariage, mais du mensonge dans lequel je vivais. Le mensonge que le sacrifice et l'amour seraient toujours suffisants. Le trajet de retour a été un flou de 2 heures, fait de phares et d'asphalte sombre. Le silence dans mon pick-up était une chose vivante, qui me comprimait. La faible odeur de sueur et de vernis qui imprégnait toujours la sellerie, un parfum qui avait autrefois été un réconfort, me paraissait maintenant une relique de la vie d'un autre homme. Mon esprit, sans que je le lui demande, a commencé à projeter un diaporama de souvenirs, chacun d'eux étant un nouveau coup de couteau. J'ai vu Daniel à 6 ans, un petit garçon maigrichon avec de grands yeux marrons remplis de peur. Son père était parti depuis 3 mois. Suzanne et moi sortions ensemble depuis un peu moins d'1 an. Un samedi, je suis allé chez elle pour réparer une fuite sous son évier. Daniel était assis sur le linoléum, observant chacun de mes mouvements, ses petites mains agrippées à un ours en peluche usée. Quand j'ai eu fini, j'avais de la graisse sur les jointures. Il a pointé un petit doigt dessus. « Ça fait mal ?»
a-t-il demandé, sa voix un murmure. Non, mon pote, avais-je répondu. Ça veut juste dire que le travail est terminé. Je lui ai montré comment utiliser une clé à molette, en laissant ses petites mains guider l'outil avec les miennes. C'était la première fois que je le voyais sourire. Je me suis souvenu du jour, 2 ans plus tard, où j'ai épousé sa mère. Il se tenait à mes côtés, un garçon d'honneur miniature, avec une cravate clippée légèrement de travers. Lorsque l'officiant a demandé les alliances, il les a présentées sur un petit coussin de satin avec une solennité qui a fait glousser toute l'église. Après la cérémonie, alors que Suzanne et moi descendions l'allée, il a glissé sa petite main dans la mienne. Ce n'était pas prévu, c'était juste, instinctif. À ce moment-là, il n'était pas mon beau-fils. Il était mon fils. Ce soir-là, je me suis assis sur le bord de son lit et il m'a demandé « Est-ce que je peux t'appeler papa maintenant ?» La boule dans ma gorge était si grosse que j'ai à peine pu répondre. « J'aimerais ça plus que tout », ai-je réussi à dire. C'était le contrat, signé dans la chambre d'un petit garçon avec une veilleuse projetant de longues ombres sur le mur. Mes mains se sont crispées sur le volant. Ce contrat avait été unilatéralement annulé ce soir. J'ai pensé aux heures supplémentaires interminables que j'avais faites sur le chantier de construction. Pendant des années, j'ai pris tous les quarts supplémentaires, tous les boulots du week-end, construisant des cuisines et des terrasses pour d'autres familles afin de pouvoir subvenir aux besoins de la mienne. Pour que Suzanne puisse rester à la maison quand les garçons étaient petits. Pour que Michael et Daniel aient les choses que je n'avais jamais eues. Ils étaient des garçons Davis. Je les ai traités exactement de la même manière. Quand Michael avait besoin d'un nouveau gant de baseball, Daniel en recevait un aussi, même s'il préférait le football. Quand j'ai mis en place un fonds pour leurs études supérieures, j'ai ouvert 2 comptes, avec des dépôts identiques effectués le 1er de chaque mois pendant 18 ans. En fait, je me surprenais souvent à surcompenser pour Daniel, une crainte intérieure et silencieuse qu'il ait un jour l'impression d'être le second. Je me suis souvenu de son 16e anniversaire. Il voulait une voiture. Pas une neuve, juste quelque chose pour l'emmener à son travail à temps partiel et en revenir. Nous avons trouvé une Honda Civic de 10 ans, fiable mais loin d'être tape à l'œil. Elle avait besoin de réparation. Les freins étaient mous, la courroie de distribution était à changer et elle avait une bosse dans la porte côté passager. Nous avons passé tout un mois de week-ends ensemble dans le garage. Je lui ai montré comment faire la vidange, comment vérifier les niveaux, comment remplacer les bougies d'allumage. Il se plaignait de la graisse sous ses ongles, mais j'ai vu la fierté dans ses yeux quand nous avons finalement réussi à la faire fonctionner parfaitement. Nous avons même débosselé la porte et je lui ai appris comment appliquer le mastic et le poncer pour qu'il soit lisse. Nous l'avons peinte nous-mêmes, d'un bleu métallique profond. « Merci, papa », m'avait-il dit, en me serrant dans ses bras dans une rare démonstration d'affection non adolescente. Elle est parfaite. Le coût de cette voiture n'était pas les $1 500 que j'avais payés pour elle, c'était les 40 heures et plus que nous avions passées côte à côte, la frustration partagée et la victoire finale. C'était un investissement de temps et d'amour. Puis est venue l'université. Il ne savait pas ce qu'il voulait faire. Alors il a commencé à la faculté communautaire locale. Les frais de scolarité n'étaient pas astronomiques, mais c'était quand même un effort. $20 000 sur 2 ans. Suzanne travaillait à temps partiel à ce moment-là, mais ses revenus couvraient à peine le coût croissant des courses. J'ai donc entrepris une activité complémentaire, fabriquant des meubles sur mesure dans mon atelier de garage la nuit. Je rentrais d'une journée de 10 heures passées à charpenter des maisons, je mangeais un dîner rapide, puis je me dirigeais vers le garage jusqu'à minuit, le hurlement de la scie à table étant ma berceuse nocturne.
J'avais constamment mal au dos. Mes mains étaient couvertes de callosités permanentes. Mais Daniel a obtenu son diplôme de technicien supérieur. Et j'étais fier. Quand il a rencontré Chloé, les choses ont commencé à changer. C'était un déclin lent, presque imperceptible au début. Elle venait d'une famille aisée. Son père, Robert Thompson, possédait une immense entreprise régionale de logistique. Il vivait dans une résidence fermée, conduisait des voitures allemandes et passait leurs vacances en Europe. Soudain, notre modeste maison de plain-pied de 3 chambres à coucher semblait petite et encombrée. Mes bottes de travail usées près de la porte étaient une source d'embarras. Les dîners que je préparais, de simples rôtis et ragoûts, ont été remplacés par des invitations dans des restaurants chics où je me sentais maladroit et déplacé. Je me souviens d'un dîner environ 1 an avant le mariage. Nous étions dans un restaurant français du centre-ville. Je ne pouvais même pas lire le menu. Robert faisait la cour, parlant d'options d'achat d'actions et de plus-value. Il s'est tourné vers moi, avec un regard suffisant et condescendant. « Alors, Rick, a-t-il dit, sa voix assez forte pour que toute la table l'entende. Tu joues toujours avec du bois dans ton garage ? » La table s'est tue. Daniel a baissé les yeux sur son assiette, une légère rougeur montant dans son cou. Chloé a juste souri, un petit rire cristallin. « Oh papa, sois gentil, Rick est très créatif. » Le mot flottait dans l'air. Créatif. Pas compétent, pas un artisan, pas un pourvoyeur. Un amateur. J'ai senti ma mâchoire se serrer. « Ça paye les factures, Robert, » ai-je dit, ma voix égale. Et ça a mis un toit au-dessus de la tête de Daniel pendant 22 ans. Robert a juste ri et a fait un geste de la main dédaigneux. Bien sûr, bien sûr. Une noble profession. Le sujet a été changé, mais la blessure est restée. Daniel n'a rien dit. Il ne m'a pas défendu. Il n'a pas dit « C'est grâce au travail de mon père que je suis là ». Il a simplement laissé le commentaire planer, une petite trahison publique qui était un signe avant-coureur de celle, plus grande, qui allait suivre. C'était le schéma. 1000 petites coupures. Il passait pour emprunter mes outils et ne les rapportait jamais. Il appelait pour demander conseil sur la façon de réparer son broyeur à déchets, mais il n'appelait pas un dimanche juste pour parler. Notre relation était devenue transactionnelle. J'étais une utilité, une ressource à exploiter en cas de besoin. L'amour et l'affection qui avaient autrefois coulé librement étaient maintenant une voie à sens unique. Je donnais toujours, et il ne faisait que prendre. Mon camion s'est finalement garé dans ma propre allée. La maison était sombre. Je l'avais vendue à une jeune famille 1 an après mon divorce avec Suzanne, mais j'avais acheté un endroit plus petit, juste pour moi, de l'autre côté de la ville. C'était calme ici. J'ai coupé le moteur, et le silence était absolu. Je suis resté assis là pendant un long moment, les clés toujours dans le contact. Tout le poids de la nuit s'est abattu sur moi. Il n'avait pas seulement changé de nom. Il avait réécrit sa propre histoire. Il avait choisi un nouveau père, une nouvelle histoire, une histoire plus brillante et plus impressionnante que celle que je lui avais donnée. Il avait regardé les 22 années de ma vie que j'avais investies en lui, les genoux écorchés, les conversations tardives, les sacrifices financiers, l'amour inébranlable, et avait décidé qu'elle valait moins que la promesse d'un avenir avec un homme du nom de Thompson. Le téléphone a vibré dans ma poche. C'était Suzanne. J'ai ignoré. Il a vibré à nouveau. Michael. J'ai ignoré celui-là aussi. Je ne pouvais pas leur parler. Je ne pouvais pas entendre les excuses, les justifications, les supplications de faire preuve de grandeur d'âme. Faire preuve de grandeur d'âme,
commençai-je à réaliser, était un rôle réservé à celui dont on attendait qu'il absorbe toute la douleur et ne demande rien en retour. J'avais fait preuve de grandeur d'âme pendant plus de 2 décennies. Et ce soir, j'avais été payé en étant effacé. J'ai finalement retiré les clés du contact, le petit cliquetis du métal, un son de finalité. Je suis entré, j'ai fermé la porte à clé, et pour la première fois depuis la mort de mon propre père il y a 30 ans, je me suis assis dans mon fauteuil en cuir usé, et j'ai pleuré. Les jours suivants ont été un siège. Mon téléphone est devenu une arme utilisée contre moi. Suzanne a été la première à briser mon silence. J'ai finalement répondu le 3e jour, fatigué du bourdonnement incessant. « Richard, tu dois arrêter ça, » a-t-elle dit, sa voix aiguë, sautant tout préambule. « Tu as embarrassé toute la famille. » « J'ai embarrassé eux ?» ai-je demandé, ma propre voix basse et rauque par manque d'usage. « Suzanne, il a changé son nom. Il a publiquement renié le nom que je lui ai donné, la famille que j'ai bâtie pour lui. Oh, ne sois pas si dramatique, a-t-elle raillé. Ce n'est pas si grave. C'est pour sa carrière. Robert lui donne un poste important dans l'entreprise, un vrai avenir. Avoir le même nom rend les choses plus simples. C'est une décision commerciale. Une décision commerciale. Les mots étaient si froids, si cliniques. Et quand cette décision commerciale a-t-elle été prise, Suzanne? Était-ce avant ou après que je lui ai donné les $5000 pour le mariage? Était-ce avant ou après avoir passé une semaine à l'aider à rénover la salle de bain de son nouvel appartement? Il y eut une brève pause. « Il allait te le dire, » dit-elle, son ton s'adoucissant légèrement, glissant vers la manipulation. Il était juste nerveux. Il ne savait pas comment. Tu sais comment il est. Il ne voulait pas blesser tes sentiments. Alors, il a préféré m'humilier devant une centaine de personnes, constatai-je froidement. C'était la meilleure option. Tu es égoïste, Rick. Il s'agit de son avenir, de son bonheur. Un bon père voudrait ça pour lui, peu importe un nom. C'était la phrase qui m'a brisé. Un bon père? J'ai été un bon père, Suzanne. Et pendant 22 ans, j'ai été son père. Je n'étais pas obligé de l'être. Son vrai père s'est enfui. Je suis resté. J'ai travaillé d'arrache-pied. Je l'ai aimé. Et ma récompense, c'est qu'on me dise que vouloir un peu de respect est égoïste. J'en ai assez, Suzanne. J'en ai assez de cette conversation. Je raccrochai, la main tremblante. L'appel de Michael arriva 1 heure plus tard. Il était plus conciliant, sa voix pleine de l'angoisse d'un jeune homme pris entre 2 parents en guerre. « Papa, je suis tellement désolé. Je m'en doutais un peu. Dan me l'a dit il y a quelques semaines. Je lui ai dit qu'il devait te le dire. » La confession arriva comme un coup sourd. « Tu étais au courant ? » Je ne savais pas qu'il allait laisser faire ça comme ça. Je te jure, je pensais qu'il t'appellerait. Il l'avait promis. Il est juste... Chloé et sa famille, papa, c'est quelque chose. Ils sont très persuasifs. Je crois qu'il s'est laissé emporter. Emporter, répétai-je, le mot ayant un goût de cendre. C'est un homme de 30 ans, Mike. Pas un enfant. Il a fait un choix. Et toi, tu es resté assis là sans rien dire. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Me lever et faire une scène au mariage de mon frère?
demanda-t-il, sa voix s'élevant de frustration. Ton frère, dis-je doucement. Oui, je suppose qu'il l'est toujours. Mais il n'est plus un Davis, et ça change tout. Papa, ne sois pas comme ça. Ce n'est qu'un nom. Non, ce n'est pas le cas, dis-je, un calme étrange s'installant en moi. Ce n'a jamais été qu'un nom. C'était une promesse. C'était tout. Tu devrais y aller. J'ai besoin d'un peu de temps. Les semaines qui suivirent furent un apprentissage froid et silencieux de la rapidité avec laquelle on peut être effacé d'une vie. J'ai vu des photos sur les réseaux sociaux postées par une cousine. Les jeunes mariés en voyage de noces en Italie, un voyage payé par Robert, un brunch familial au domaine des Thompson, avec Chloé, Daniel, Suzanne et même Michael souriant devant l'objectif. Je n'étais pas là. Je n'avais pas été invité. C'était une coupure nette. Puis, environ 2 mois après le mariage, Daniel m'a finalement appelé. Pas un SMS, un vrai appel. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. « Salut, papa » commença-t-il, sa voix légère, comme si rien ne s'était passé. Le mot « papa » était une flèche empoisonnée. « Daniel » répondis-je, d'un ton neutre. « Écoute, je sais que tu es bouleversé à cause du mariage, » commença-t-il, la non-excuse classique. « Je suis désolé si tes sentiments ont été blessés. Tout s'est passé si vite, et Robert l'a juste annoncé comme ça. J'allais te le dire. »« Vraiment ?» demandai-je. « Oui, bien sûr. De toute façon, ça a été la folie. Le nouveau travail est génial. Robert me donne beaucoup de responsabilités. Et Chloé est... Eh bien, elle est super. » Il bavardait, remplissant l'espace de détails insignifiants, un tic nerveux que je lui connaissais depuis son enfance. Il était sur le point de demander quelque chose. Je le sentais. « C'est bon à entendre, » dis-je, attendant. « Oui. Alors, écoute, la raison pour laquelle j'appelle... Chloé et moi avons trouvé la maison la plus incroyable. Elle est dans un super quartier, parfait pour, tu sais, quand on fondera une famille. C'est un peu au-dessus de nos moyens, mais c'est un investissement fantastique. Voilà, me dis-je, le couperet. On a déjà presque tout l'apport grâce à un cadeau de Robert, mais il nous manque juste un peu. La banque veut voir une somme plus importante pour nous accorder le meilleur taux. » Il fit une pause, prit une respiration, puis porta le coup final et fatal à ce qui restait de notre relation. Je me demandais si tu pouvais nous aider. On aurait juste besoin d'environ 50 000 $. On pourrait te rembourser, bien sûr, avec le temps. Ce serait un prêt. 50 000 $. Le nombre résonna dans la pièce silencieuse. 50 000 $. La somme de 3 ans de travail de menuiserie à minuit, le prix d'un nouveau camion, une part importante de mes économies de retraite. Il avait effacé mon nom, pris un autre homme comme père, m'avait laissé être publiquement humilié, et maintenant, sans une once de honte, il appelait la banque papa pour faire un retrait. Une clarté profonde, presque sereine, me submergea. La colère, la douleur, l'humiliation, tout cela recula, remplacé par une certitude froide et dure. C'était le moment de vérité. Toutes les excuses, toutes les justifications de Suzanne et Michael, tout s'effondra en poussière face à cette seule demande, d'une arrogance à couper le souffle. Je n'étais plus un père pour lui. J'étais un portefeuille, un plan de secours, un filet de sécurité auquel il se sentait avoir droit, même après avoir coupé la corde. Je laissais le silence s'étirer, écoutant sa respiration faible et nerveuse à l'autre bout du fil. Il croyait négocier un prêt.
Il n'avait aucune idée qu'il se tenait au bord d'un gouffre qu'il avait creusé lui-même. « Daniel, dis-je, et ma voix était plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des mois. C'était la voix que j'utilisais sur un chantier pour expliquer un fait difficile et immuable. Laisse-moi être sûr d'avoir bien compris. Tu as changé ton nom en Thompson, tu travailles maintenant pour Robert Thompson, tu acceptes des cadeaux somptueux de Robert Thompson, et tu appelles la fille de Robert Thompson, ta femme. C'est bien exact ? Eh bien, oui, dit-il, une note de confusion dans la voix. Quel rapport avec tout ça ? Ça a tout à voir avec tout, dis-je, ma voix restant égale, dépourvue de colère ou d'accusation. C'était la voix du fait pur et simple. Quand tu as choisi de devenir Daniel Thompson, tu as choisi tout ce qui allait avec. Tu as choisi son héritage, ses relations et sa richesse. Tu as aussi choisi ses responsabilités. C'est ton père maintenant, de nom et, semble-t-il, dans les faits. Un fils qui a besoin de 50 000 $ devrait demander à son père. Le silence à l'autre bout était maintenant stupéfait, absolu. J'entendais presque les rouages tourner dans sa tête, l'incrédulité que le distributeur automatique refuse soudainement de distribuer de l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire ? Balbutia-t-il. Je dis non, dis-je, et ce mot était la chose la plus libératrice que j'ai jamais prononcée. Je ne te donnerai pas 50 000 $, ni 5 000, ni 50. Mon soutien financier, mon temps, mon travail, c'était des investissements que j'ai faits dans un fils nommé Daniel Davis. Ce fils, à toute fin pratique, n'existe plus. Tu es Daniel Thompson maintenant. Tu devrais adresser tes demandes financières à la famille Thompson. « Tu ne peux pas être sérieux » haleta-t-il, sa voix se brisant finalement sous le coup de l'émotion. Pas de la douleur, mais de l'indignation. La pure indignation de celui qui se croit tout permis. « Je suis ton fils. »« Non, dis-je, le mot comme une pierre. Tu l'étais. Tu as fait un choix très public, et les choix ont des conséquences. C'est l'une d'elles. La banque Davis, Daniel, est officiellement et définitivement fermée. C'est à cause du nom, n'est-ce pas ? C'est mesquin. Tu essaies de me punir, cria-t-il, la voix tendue. Non, dis-je, ma propre voix tombant à un registre presque doux. Il ne s'agit pas de punition. Je n'ai aucun intérêt à te punir. Il s'agit de respect. Plus précisément, il s'agit de mon respect pour moi-même. Pendant des décennies, je t'ai donné tout ce que j'avais, et je n'ai rien demandé en retour, si ce n'est l'amour et le respect qu'un fils donne à un père. Tu as décidé que cela ne valait pas autant qu'un nouveau nom et un coup de pouce dans la vie. C'est ton droit. Et c'est mon droit de me respecter enfin assez pour cesser de financer ma propre disparition. Je te souhaite bonne chance, Daniel. Sincèrement. J'espère que la vie que tu as choisie t'apportera tout ce que tu désires, mais je n'en ferai plus partie. Je n'ai pas attendu de réponse. Je ne voulais pas entendre la rage bredouillante ou les supplications désespérées. J'ai mis fin à l'appel. J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai regardé autour de mon petit salon tranquille. L'air semblait plus léger. Le poids qui m'écrasait la poitrine depuis le mariage s'était enfin levé. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti une étincelle de quelque chose que j'avais presque oublié. La paix. J'avais choisi ma dignité plutôt que leurs exigences. Et dans ce moment de calme et de solitude, cela ressemblait à la victoire la plus profonde de ma vie. Les retombées ont été immédiates et prévisibles. Suzanne a appelé dans l'heure qui a suivi, sa voix un torrent strident d'accusations. J'étais cruel,
J'étais vindicatif, j'étais un vieil homme aigri qui essayait de ruiner le bonheur de son fils par dépit. J'ai écouté sans interrompre. Quand elle a finalement terminé, essoufflé de fureur, j'ai simplement dit « Ma décision est définitive, Susan. » Et j'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. Michael a appelé ensuite. Il était partagé, comme toujours. « Papa, 50 000 $. Je sais que c'est beaucoup, mais c'est de la famille. Tu ne peux pas juste lui parler ?» « Je lui ai parlé, Michael, » dis-je patiemment. La conversation est terminée. Il ne s'agit pas de l'argent. Tu dois comprendre ça. Il s'agit du fondement de notre relation. Il l'a démoli. Je refuse simplement de continuer à construire sur une ruine. C'est mon frère, dit-il, sa voix basse. Je sais, et je ne te demanderai jamais de choisir. Ta relation avec lui t'appartient. Mais ma relation avec lui est la mienne à gérer. Et je choisis d'y mettre fin. Je t'aime, mon fils. Mais ma décision à ce sujet n'est pas négociable. Ce fut la conversation la plus difficile, mais elle était nécessaire. Je traçais une ligne non seulement pour Daniel, mais pour moi-même. Je m'apprenais, à moi et aux autres, comment mon respect devait être valorisé. Les premiers mois de cette nouvelle réalité ont été étranges. Ma vie est devenue plus calme. Le téléphone sonnait moins. Il n'y avait plus d'urgence soudaine, plus de demandes d'aide ou d'outils. Il y avait un vide, un espace vide, là où Daniel était auparavant. Parfois, une vague de chagrin me submergeait, le souvenir du petit garçon avec sa cravate à clip de travers. Mais ce garçon avait disparu, et l'homme qu'il était devenu était un étranger. Pour combler le vide, je me suis tourné vers mon travail. J'ai pris les 50 000 $ que Daniel avait demandés et je les ai investis en moi-même. J'ai acheté une nouvelle scie à table haut de gamme, une raboteuse et un système professionnel de dépoussiérage pour mon atelier. J'ai rempli les formulaires et transformé officiellement mon activité secondaire, Davies Woodcrafts, en une entreprise légitime à temps plein. J'ai créé un site web, j'ai passé une petite annonce dans le journal local et j'ai commencé à accepter des projets plus ambitieux. Le travail a été mon salut. La précision qu'il exigeait concentrait mon esprit. Le labeur physique fatiguait mon corps et m'aidait à dormir la nuit. La transformation d'un morceau brut d'érable ou de noyer en un meuble magnifique et fonctionnel était une sorte de thérapie. Je créais des choses de valeur durable, des choses honnêtes et solides, des choses qui seraient chéries. Mon nom était gravé sous chaque pièce, une petite marque fière de la création. J'ai renoué avec de vieux amis que j'avais négligés pendant les années d'obligations familiales dévorantes. Je suis allé pêcher avec mon ami Jerry. J'ai rejoint une ligue de bowling. J'ai commencé à prendre mon temps le matin, à boire du café sur mon petit porche, à écouter les oiseaux, au lieu de me précipiter sur un chantier. Je redécouvrais Richard Davis, l'homme qui existait en dehors des rôles de mari et de père. Environ 1 an après l'appel, Michael est venu dîner. J'ai fait griller des steaks dans le jardin et nous nous sommes assis sur la terrasse que j'avais construite pour moi. Il avait l'air plus âgé, plus posé. « J'ai vu Dan la semaine dernière, » dit-il, chipotant sa salade. « Ah oui ? Comment va-t-il » demandai-je, ma voix étant sincèrement curieuse, mais détachée. « Il est. »« D'accord, » dit Michael, choisissant soigneusement ses mots. « Ils ont lu la maison. Robert a cosigné le prêt. Mais ce n'est pas ce que Dan imaginait. Il travaille 60, 70 heures par semaine dans l'entreprise de Robert.
Il est constamment sous surveillance. Robert est un patron dur, encore plus dur avec sa famille. J'ai simplement hoché la tête, sirotant ma bière. Il a dit que les 50 000 de Robert n'étaient pas un cadeau, continua Mikkel. C'était une avance sur son futur héritage, avec un plan de remboursement formel. Lui et Chloé paient en gros une deuxième hypothèque au père de Chloé. Ils se disputent beaucoup à propos de l'argent. Il leva les yeux vers moi. Il a demandé de tes nouvelles. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il avait été un idiot. Il a dit que tu lui manquais. Il m'a dit que le travail sur la voiture dans le garage lui manquait. Il a dit que Robert lui achète juste de nouvelles choses, mais que tu lui as appris à les construire. J'ai senti un léger tremblement dans ma poitrine, le fantôme d'une vieille douleur. Mais ce n'était pas de la douleur, c'était juste un souvenir. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, Mike, dis-je doucement, jusqu'à ce que tu doives la tondre. Nous avons terminé notre dîner, parlant de son travail, du bar que j'avais pêché avec Jerry, de la nouvelle table de salle à manger en bois de cerisier que je construisais pour un client. La soirée était facile, confortable. Notre relation était plus forte, plus saine, maintenant qu'elle ne concernait que nous. Quelques semaines plus tard, une enveloppe est arrivée par la poste. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture. Elle était de Daniel. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier. « Papa, disait-elle, je suis désolée. Je sais que ces mots ne suffisent pas, mais c'est tout ce que j'ai. J'ai été arrogant, stupide et faible. Je me suis laissé aveugler par des choses que je pensais importantes, et j'ai jeté la seule chose qu'il était réellement. Je t'ai manqué de respect, et j'ai manqué de respect à notre famille. Je vis avec ce regret chaque jour. Le nom sur mon permis de conduire est Thompson, mais dans mon cœur, je sais que je serai toujours un Davis. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes et je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches que je sais. Je comprends enfin ce que j'ai perdu. Dan, j'ai lu la lettre 2 fois. Les excuses semblaient sincères, nées de la douleur et des conséquences. Le garçon que j'avais élevé était là quelque part, sous les couches d'ambition et d'insécurité. J'ai plié la lettre et l'ai mise dans un tiroir avec de vieilles photographies. J'étais content qu'il l'ait écrite. C'était une bonne chose pour lui de l'avoir fait. Mais cela ne changeait rien. Le lendemain matin, je suis allé à mon atelier. Le soleil traversait la fenêtre, illuminant la fine poussière qui dansait dans l'air. Le parfum du cèdre emplissait mes poumons. J'ai passé ma main sur la surface lisse et poncée du dessus de table en bois de cerisier que j'étais en train de finir. Il était solide, robuste et beau. Je l'avais fait de mes propres mains. Ma paix n'était plus liée à leur approbation ou à leur présence. C'était quelque chose que j'avais construit pour moi-même, de A à Z. Mon nom était le mien. Ma dignité était intacte. Et mon travail était authentique. Et je savais, avec une certitude qui s'ancrait profondément dans mes os, que c'était plus que suffisant, que